Samedi 12 janvier de l'an 2019, mesdames et messieurs, bonjour. Merci de prendre part à ce premier numéro de votre émission hebdomadaire de décryptage de l'actualité politique nationale de la semaine sur EZAE Télévision, baptisée Info Hebdo. Comme l'exige la tradition en ce début d'année nouvelle, avant de vous formuler mes vœux les meilleurs, je tiens à remercier Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, maître du monde visible et de l'univers invisible, qui nous a assistés, éclairés, protégés, je dirais même couvés tout au long de cette année 2018, en nous comblant de grâce, en nous protégeant des mauvais sorts des ennemis et en nous aidant à surmonter toutes les intempéries et épreuves inhérentes à toute existence humaine sur Terre. Que cette année nouvelle 2019 soit parsemée d'éclats de joie, de pétales de bonheur, sans épreuves éprouvantes, que les pleurs, la consternation, l'émoi et les mauvais sorts soient tous alignés sur une ligne parallèle à notre trajectoire. Que cette année nouvelle soit éclairée par la flamme de l'amour et l'étincelle de l'amitié sincère et franche. Que cette année nouvelle nous apporte tous la réussite dans toute entreprise. Je demande pour nous, auprès du clément et miséricordieux, une santé robuste et la prospérité que nous méritons chacun. Que cette année nouvelle soit l'année de prospérité retrouvée et partagée, une année où les familles disloquées vont être restaurées dans l'amour, la paix et la concorde avec la culture des vraies valeurs de la vie. Je finirai en partageant avec vous une de mes pensées qui m'inspire constamment et qui constitue ma boussole morale dans la vie. Nous devons agir et évoluer quotidiennement en ayant à l'esprit que du plus grand au plus petit, du plus riche au plus pauvre, nous sommes tous des humains, nous pouvons tomber à tout instant, tout n'est que vanité et tout a une fin. Et la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Apprenons à semer aujourd'hui pour récolter demain. Ne soyons pas des opportunistes, que les objectifs que nous sommes fixés à l'orée de cette année soient tous atteints avant le soir du 31 janvier 2019. Bonne et heureuse année à toutes et à tous, que le Bénin en sorte triomphant et gagnant à travers cette rupture prônée par le nouveau départ du régime actuel. Au menu du jour, du décryptage du jour, trois grandes actualités. Le déroulement du procès ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la convocation du corps électoral pour la tenue effective des élections législatives de 2019 le dimanche 28 avril prochain et l'opposition à l'épreuve de l'unité, en l'occurrence la liste unique pour les élections prochaines. Et pour en débattre, je reçois pour vous, chers amis internautes, pour ce jour, trois professionnels des médias ont répondu à l'appel. Il s'agit de Comment Hugues Sosoukwe, il est web activiste. Il sera avec Diarra Soumanou Moussa, qu'on ne présente plus sur ce plateau d'émission d'Info Hebdo. Il est journaliste, producteur associé du débat citoyen. Il sera avec Aïssou Aurélien, journaliste, communicateur. Sans plus tarder, on les retrouve pour le décryptage. Le décryptage, comme je l'ai annoncé à l'entame de cette émission, se fera avec Comment Hugues Sosoukwe. Comment Hugues Sosoukwe, bonjour. Bonjour Kardec, bonjour aux amis internautes qui suivent fidèlement EZAE TV. Je souhaite à mon tour une bonne et heureuse année à tous. Quand vous êtes face à Aurélien Aïssou, qu'on ne présente plus également dans les studios de EZAE Télévision. Aurélien Aïssou, bonjour. Bonjour Kardec, bonjour chers téléspectateurs. Merci de vous rendre toujours disponible pour nos programmes télévisés. C'est un plaisir. Et vous avez face à vous Diarra Soumanou Moussa, qu'on ne présente plus également. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Kader, mes meilleurs voeux à tous les téléspectateurs de EZAE TV. Alors, je vais commencer par Comment Hugues Sosoukwe, puisqu'il a été le premier à qui j'ai adressé la parole sur cette émission ce jour. Alors, Comment Hugues Sosoukwe, vous êtes web activiste, vous êtes chroniqueur, vous avez suivi de long en large depuis le 17 décembre dernier l'ouverture du procès ICC Service à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Un procès qui fait couler beaucoup d'encre et de salive avec des aveux, des déballages de part et d'autre. Mais vous, quelle analyse vous en faites à votre niveau? Oui, merci pour la question. Et personnellement, et lorsque je suis les commentaires des Béninois sur les réseaux sociaux et dans le public, je pense que ce procès aura été les bienvenus si elle prenait en compte les vraies préoccupations des personnes concernées, c'est-à-dire les spoliés même. Mais qu'est-ce qu'on... Vous voulez insinuer quoi par là? C'est quoi cette préoccupation à votre avis? Oui, je pense que les Béninois, et pour la plupart, ne croient pas en ce qui se fait à Porto-Novo depuis quelques semaines et qui, dans le cas de ce procès, je pense que c'est juste une parodie de procès ou du moins on l'interprète comme étant un procès politique. Comme nous sommes à quelques jours des élections, il faut quand même faire un procès pour discréditer certaines personnes qui cherchent également à aller aux élections. C'est mon analyse et c'est l'analyse de beaucoup de personnes
que je voudrais vous faire remarquer qu'à l'entame du procès, il n'y avait pas de place pour rentrer dans la salle d'audience à Porte-Novo. Mais quelques jours après, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais les Béninois ne s'intéressent plus à ce procès. Et même le suivi quotidien à la radio et sur les réseaux sociaux, ça a baissé. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je sais ce qu'il y a eu au début. Il y a toujours de manière tempestive des comptes rendus qui sont oui, effectués de manière fidèle. Oui, il y a des comptes rendus, mais ces comptes rendus ne suscitent plus autant d'engouement. À la limite, et ça fait rire. Donc, à votre niveau, je pense que ça a fait flop. Je pense que ce procès a fait flop parce que ce procès... Est-ce qu'il ne devait pas être ouvert à votre avis, ou bien c'est la procédure, au niveau de la procédure, ou bien au niveau du déroulement qui a peut-être un problème? Pour moi, c'est le déroulement. Le déroulement. Le déroulement. Alors, Aurélien Issou, vous également, en tant que journaliste communicateur, vous avez été journaliste d'investigation dans ce pays, vous avez suivi cette affaire ici des services, vous étiez journaliste au moment des faits. Alors, quelle appréciation vous en faites aujourd'hui avec l'ouverture de ce procès à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme? Bon, je ne sais pas si, avec ce que vous avez cité par rapport à ma vie professionnelle, quand une affaire pendant devant la justice, on n'a pas le droit d'épiloguer sur ça parce que c'est en cours dans un temps normal. Mais avec les déballages qui sont effectués à votre niveau, cette aspiration profonde du peuple à vouloir voir clair dans ce qui s'est passé au niveau de cette affaire ici des services, où on a comme l'impression que ça paraît comme un mystère, on se donne un mirage. Est-ce que vous ne semblez pas qu'il est quand même opportun qu'on puisse quand même essayer d'apprendre la vérité aujourd'hui avec les déballages qui sont effectués? Quelles sont vos impressions à cet effet? Moi, je trouve qu'il y a d'embrouillamini à travers ce que se dit, parce qu'il n'y a pas une constance à travers les instigateurs de ce hold-up, parce que jusqu'au jour où j'ai suivi, peut-être qu'aujourd'hui que je n'ai pas pu suivre, sinon, je ne vois pas, il a tout est embrouillé, parce que les déclarations qui se font ne sont pas constantes. Je ne sais pas si je me trouve de la peine à la part de ces juges-là, parce qu'est-ce qu'ils peuvent reconsidérer tout ce qu'on leur dit pour sortir une cohérence? Mais ils sont à une étape actuellement, ils sont en train de collecter des informations qui après ils vont vérifier peut-être ce qui s'est passé, n'est-ce pas, Diarra Soumanou? Bon, je peux rappeler aussi, oui? Le juge ne s'assoit pas pour faire de la justice comme bon lui semble, mais pour dire le droit. Oui, c'est pour dire le droit. Et donc, peut-être c'est leur stratégie, moi je ne suis pas spécialiste du droit, c'est leur stratégie d'aboutir à la vérité. Et maintenant, qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que c'est pour rembourser les victimes ou bien pour au moins, parce que si c'était une sécurité sociale, donc c'est tout comme si l'État est garant des droits, donc doit faire dire et sortir le droit à travers ce que ceux-là ont créé à la population. Donc, on espère vivement que cela aura un aboutissement heureux. Diarra Soumanou. Non, je pense que le procès ICC Services, c'est un procès, ma foi, qui a sa raison d'être. Qui a sa raison d'être en ce sens que les fondements quand même d'un État, c'est de rendre justice, c'est de garantir la justice pour ces populations. Et dès lors qu'on s'est rendu compte que ces populations ont été grugées, ont été spoliées à un moment donné, il fallait quand même permettre, l'État devrait permettre à toute la population de connaître la vérité sur ce qui s'est réellement passé dans cette activité qui, aujourd'hui, on constate que c'était une activité illicite. Et donc, si les éléments qui concourent dans le fait de rendre justice sont garantis, franchement, on doit applaudir. Mais on constate malheureusement que ce n'est pas le cas. Voyez-vous, lorsque vous constatez tout l'engouement qu'avait suscité le déclenchement ou le démarrage de ce procès-là, nous constatons malheureusement qu'aujourd'hui ce n'est plus le cas et que toute une république soit prise en otage, soit disant qu'on veut rendre justice, d'accord, et qu'au fil du temps, on constate que... Quand vous vous souvenez un peu, en 2016, ça faisait partie des promesses des différents candidats de pouvoir faire la lumière dans ce qui s'est passé ici ces services, de pouvoir faire la lumière sur la mort mystérieuse de Pierre Hubert dans Yvor, de pouvoir faire la vérité par rapport à des affaires comme machine agricole, affaire Sensad et bien d'autres affaires. Donc, est-ce que ce n'est pas peut-être, je dirais, une conformité à sa promesse électorale que fait le régime actuel? Je suis tout à fait d'accord que l'intention de rendre justice, d'accord, c'était une bonne intention. Et de tenir une promesse électorale pour exactement, c'est une bonne intention, c'est une bonne intention, je confirme.
Mais lorsqu'on constate les orientations ou les visées, d'accord, les visées... vous voulez pas parler de l'aspect médiatique, vous voulez parler... Non, pas forcément, c'est-à-dire quand, les commentaires, le traitement... Quand un procès se déroule, d'accord, oui. Au-delà du fait que ce soit un procès médiatisé, d'accord, lorsqu'un procès se déroule, en tant qu'acteur ou observateur, vous-même, vous sentez déjà des orientations qu'on peut avoir dans ces procès-là, ou déjà ce que ce procès pourrait donner comme retombée. Et aujourd'hui, pour moi, l'essentiel ou ce qu'on pourrait attendre de ce procès, c'est de garantir le remboursement, franchement, de ces spoliés-là. Mais comment il se passe quand nous revenons à Djara Soumanou et peut-être à Aurélien Issou qui avait envie de réagir par rapport à son dernier point-là. Oui. Ce n'est pas l'État de garantir le paiement, le remboursement, non? Je n'ai jamais dit ça. Mais dans l'État, ne pas prendre et ne pas apporter et rembourser ce que des gens je n'ai pas dit à l'État. Je dis, c'est-à-dire l'objectif de ce procès, oui. D'accord, c'est de s'assurer que les spoliés puissent entrer en possession de leurs biens. Je n'ai pas dit à l'État. Je pense que pour l'État de rembourser. Dans le débat, il faut que j'aille ici au bout de mes idées. Oui. Si c'est pour une première fois que un procès est médiatisé et suivi en direct, c'est déjà la bonne foi. L'impartialité. Il ne revient pas aux politiques parce que jusque-là, ce n'est pas le gouvernement qui a... Ce n'est pas parce qu'un procès est médiatisé. Ce n'est pas le gouvernement qui est allé s'asseoir là-bas pour interroger les gens. Ce sont les spécialistes du droit, les professionnels du droit. Maintenant, quitte à la population d'orienter les questions ou je ne sais pas s'il faut les accompagner. Parce que quand il avait les procès qui se faisaient dans les tribunaux, quand il n'était pas médiatisé, mais il a toujours des spéculations aussi comment ça se passait. Pour une première fois, des ministres en fonction ont été interpellés, ils ont répondu. Au moins, ceux qui étaient victimes, ceux qui sont victimes, savent au moins que il a ça dans le temps et tel qu'il faisait chef était bien imbibé dans ce dossier. Bon, moi j'ai eu la chance de connaître ça. Alors, je vais dire une chose. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'un procès est médiatisé que sa véracité ou les faits ou le déroulé donne une certaine crédibilité ou une certaine assurance. Non, pas du tout alors. D'accord? On peut bien médiatiser. C'est un choix en fait. C'est un choix. Le fait de médiatiser un procès, c'est un choix. C'est un choix. C'est un choix que je peux même dire politique. C'est pas un choix. C'est un choix peut-être pour mettre fin peut-être aux spéculations diverses, pour mettre fin peut-être à l'intoxication à l'information. Alors, comment vous avez parlé tout à l'heure de coloration politique au niveau de l'avènement de ce procès, mais est-ce que vous, comme je l'ai posé tout à l'heure à Djara Moussa Soumanou, vous ne pensiez pas qu'il était quand même légitime de pouvoir ouvrir ce procès pour qu'on puisse voir clair dans ce qui s'est passé, pour qu'on puisse savoir qui était qui au moment des faits et comment s'est passé après la crise, ce qui s'est passé, parce qu'on ne peut pas dire quand même que dans un pays normal, en 4 années, il y a eu une activité du genre et qu'au sommet de l'État, des gens disent qu'ils ne sont pas, je dirais, informés de cette activité. Merci pour votre question. Et je vais répondre en procédant comme suit. Déjà, je voudrais dire au lien que ce n'est pas pour la première fois que des procès sont médiatisés au Bénin. Sous le régime du PRPB, il y avait eu toujours eu médiatisation de procès pour permettre aux populations de voir qui a géré quoi. C'est vrai, on pourra dire que sous l'aide du renouveau démocratique, et c'est pour la première fois qu'on médiatise un procès. Mais je voudrais faire remarquer à ceux qui nous suivent ici que le procès ICC Services, l'affaire ICC Services est devenue comme notre constitution béninoise. Les hommes politiques s'en saisissent quand c'est à leur avantage pour manipuler les populations. Pourquoi je le dis? C'est pour manipuler les populations, pour manipuler les politiques. Laissez-moi aller. C'est pour manipuler les populations parce que les premiers concernés, ce sont les populations. Et lorsque vous avez votre intérêt dans quelque chose et qu'on suscite la chose à quelques jours des élections, on vous tient en haleine et on vous fait des promesses mirobolantes autour. Je me rappelle que le procès ICC Services, l'affaire ICC Services est survenue en 2011. Nous étions à la veille des élections présidentielles. Le président Boni Yayi devait renouveler son mandat ou non. L'opposition s'est saisie de cette affaire pour faire campagne contre le président Boni Yayi. Le président Boni Yayi également a anticipé, a fait enregistrer les gens et a promis que les gens rentreront en possession de leurs sous. Il a été aux élections, il a gagné. On a oublié ICC Services. En 2016, lors des dernières élections... Est-ce qu'on a oublié véritablement ou bien on a mis sous boisseau ICC Services. Mais quand suivez-moi, ce que je dis, c'est pertinent. En 2016, pendant les élections, les campagnes électorales, je me rappelle bien
que le candidat Abdoulaye Biachane, dans cette déclaration, a promis que lorsqu'il serait au pouvoir, il s'arrangerait pour que les spoliés entrent en possession de leurs sous. Les questions lui avaient été posées sur la manière. Je ne sais pas, il a eu des arguments pour répondre. C'est pour dire quoi? Et les hommes politiques sont conscients que les populations ont un intérêt pour cette affaire. Donc il faut les manipuler. Aujourd'hui, nous sommes à quelques jours des élections législatives, même si vous évoquez le fait que le président Patrice Talon ait promis de régler certaines affaires devant la justice béninoise, ce qui est bien d'ailleurs. Mais pourquoi attendre la veille des élections? Mais est-ce que parce qu'on la veille des élections législatives, on parle peut-être ouvrir le procès? S'il vous plaît, laissez-moi aller au bout. Okay, je dis, c'est peut-être une bonne chose, c'est une bonne chose de finir avec certains dossiers, parce que les gens sont en prison, ils ne connaissent pas leur sort. Il faut que le dossier soit vidé, il faut qu'il soit jugé, il faut qu'ils connaissent leur peine réelle. Mais le faire à quelques jours des élections, ça porte à interprétation. Et le faire, comme on est en train de le faire avec les médias, ça porte encore plus d'interprétation. Moi, j'ai suivi ce procès depuis. J'ai l'impression que c'est un procès à charge contre un homme. J'ai l'impression que le procès ici, c'est un procès à charge contre l'ancien président de la République, Boni Yayi. Mais vous savez, l'interprétation que je fais de ce procès, ne nous étonnons pas qu'à la fin du procès, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais j'ai l'impression qu'à la fin, on va condamner la FCBE et le président de la République, Boni Yayi, d'avoir fait du blanchiment d'argent. Parce que depuis, on apprend que le président Boni Yayi a été, on n'a pas dit qu'il a été mêlé, mais il connaissait l'affaire. Et ses ministres ont joué certains rôles dans cette affaire. Que diriez-vous si à quelques jours, le 18 janvier prochain, parce que c'est le 10 janvier prochain que ce procès va connaître son épilogue, si le 18 janvier prochain, on condamne le président de la République parce qu'il était au pouvoir et son parti FCBE d'avoir utilisé de l'argent de ICC Services pour des activités politiques, ce qui est du blanchiment d'argent, et à partir de ce moment, on pourra utiliser cet argument pour interdire au FCBE de se positionner pour les prochaines élections législatives, parce que le code électoral est en vigueur dit lorsque vous avez été condamné pour blanchiment d'argent, vous ne pouvez pas participer à une élection. Donc, prenons garde que cette affaire ne soit pas une affaire à charge contre un homme. C'est pourquoi je reviens sur les déclarations de Souman Diarra dit il faut faire en sorte qu'à la fin, les spoliés puissent, comme on est en train de le dire, comprendre ce qui s'est réellement passé, mais qu'on leur dise comment est-ce qu'on veut leur payer, comment est-ce qu'ils veulent rentrer en possession de leurs sous. Il ne faut pas faire ce procès. Avant de revenir à Aurélien Issou, je dis pourquoi on doit leur dire comment les sous doivent être payés. Pendant le procès, le président Boni Yayi avait mis en place. Si vous permettez, j'ai deux petites questions pour vous avant de revenir à Aurélien Issou. Vous avez dit des choses très intéressantes, mais j'ai une question pour vous. Est-ce que vous trouvez normal dans un pays que pendant 4 ans, il y a eu une collecte de sous avec une promesse de gain de manière mirobolante et qu'à l'issue, on dise que le chef de l'État n'est pas au courant? Pendant longtemps, tout ce qui se passe au Bénin, vous savez que dès que quelqu'un touche peut-être quelque part, on dit que c'est Patrice Talon qui en est responsable. Alors souffrons que Boni Yayi soit indexé parce que c'est passé son régime. Alors, et que s'il n'est pas coupable de cela, qu'il vienne devant la cour et se prononcer. Et l'autre chose que vous avez révélé également, que j'aimerais également que vous rebondissiez dessus, est-ce à dire que parce qu'on est à la veille d'une élection législative, qu'on ne pourra pas ouvrir un procès? Quand on sait bien évidemment que depuis 2017, tout ce qui est fait par ce régime actuel, on a dit que c'est dans les périodes de préparer les élections législatives. C'est-à-dire qu'en 2020, dès que le procès ICC reviendra à corps, on dira que c'est pour les communales ou la présidentielle. Je pense pour ma part que si la criette était de bonne foi, ce procès... Donc vous voyez de mauvaise foi? Non, je n'ai pas dit ça. Mais si j'ai dit si. Donc vous êtes dubitatif sur sa foi? Oui, je suis dubitatif sur la bonne foi de la criette parce que je vois les décisions que la criette est en train de rendre depuis quelques jours. Une juridiction qui statue en premier et en dernier recours et ressort. Ce sont des élus du peuple qui ont validé ce texte de loi. Les magistrats ne font que appliquer la loi. Une juridiction qui condamne sans que les avocats d'un accusé ne prennent parole à 20 ans de prison. Je pense que là, je crois que vous avez un problème particulier peut-être avec la criette. Non, je n'ai pas de problème avec la criette. Parce que les magistrats... Revenons sur la question. Je n'ai pas de problème personnel avec la criette. Avant de revenir très rapidement, je n'ai pas fini, vous m'avez posé une question. Ok, d'accord. J'ai dit, parce que vous parlez de la criette. C'est une très bonne chose que de faire le procès de ICC Services. Même si elle survient à la veille, le 27 avril. Pour situer les responsabilités. Vous avez posé la question de savoir est-ce que cela empêche un chef d'État, un ancien chef d'État, de venir. Mais vous savez, non, pas empêche qu'il soit indexé comme avoir connaissance de ce qui s'est passé. C'était sous son régime pendant 4 ans. Écoutez. Et
malheureusement, un chef d'État, c'est comme le lègue du quartier. Il est au centre. Tout le monde va déposer ce qu'il veut là. Exactement, comme ça se fait avec Patrice Talon aujourd'hui. Et comme ça se fait avec son successeur. Le chef de l'État peut apprendre qu'il y a une affaire du genre. Mais écoutez, il peut apprendre. S'il apprend, c'est qu'il est au courant, il doit sévir. Non, sévir de quelle manière? D'abord, vous savez, c'est une activité illégale. Mais si c'est illégal, il faut sévir. Moi, je serai chef d'État. L'affaire s'est passée en Côte d'Ivoire. Vous avez vu comment Gbagbo a réglé cette affaire. Il dit, et ceux qui ont déposé les déposants, je les enferme tous. Et l'affaire est close. Mais c'est parce qu'au Bénin, le président de la République, Boni Yahi, a voulu quand même, en bon médiateur, excusez-moi, en bon médiateur, le président Boni Yahi. C'est les mêmes circonstances qu'au Bénin. Mais ce sont les mêmes circonstances. Un monsieur vient, il dit, je vous fais un emprunt et je vous donne des intérêts exponentiels. Moi, j'ai appris en économie que lorsqu'une structure de placement d'argent fait une promesse de plus de 3,5%, que c'est du faux. Donc moi, je n'ai pas déposé mon argent ici, ce service. Je vois que c'est pratiquement un dialogue entre vous. Non, pas un dialogue, mais il fallait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, essayer de recentrer un peu les choses et de rappeler certaines choses. Et Hugo puisse nuancer, quand il me rappelait qu'il avait eu un procès en direct sur le PRPB, il faut nuancer. Ici, c'est un scandale. Et vous pouvez me rappeler ce débat. Si c'est un dossier politique, dans le débat. Un dossier politique par rapport à ceci, c'est pas politique. Il faut politiser les faits. À votre avis? Vous pouvez rappeler ça. Ce qui ne peut pas être peut-être l'avis d'Aurélien Issou. Alors Aurélien, ici c'est service. Je vois maintenant que les gens doivent comprendre à travers les propos de mon confrère que c'est d'abord la Cour qui lui pose problème. La juridiction qui est en train de statuer sur le dossier ICC qui lui pose problème parce que c'est là, il a... Est-ce que c'est normal que cette juridiction... Non, mais ça, c'est là, en fait, le débat... Non, mais j'ai une question par rapport à cette juridiction. Ce que je dis, je ne sais pas si c'est pas... Non, je ne suis pas la personne que je n'ai pas travaillé... Je ne suis pas d'accord parce que déjà, je voudrais le rappeler ici, et je suis un citoyen et je respecte les... J'espère que vous usez du temps d'antenne d'Aurélien. Oui, non, il sait, et je suis un citoyen. Je respecte les institutions de la République, je respecte les juridictions de mon pays. Qui ont été votées par les élus du peuple. Oui, vous leur faites foi. Je leur fais foi, mais je peux commenter ce qui s'y passe. Ça aussi, c'est mon droit. Et votre devoir, c'est quoi? Mon devoir, c'est de respecter ce qui s'y fait. Merci. Mais mon droit, c'est de commenter ce qui s'y passe. Vous avez le devoir de respecter aussi ces institutions. Mais je les respecte. Allez, si vous suivez les instigateurs, les bras opérationnels du dossier ICC Service, les Akblogan, en tout cas la bande là. En fait, ils ont toujours dit, autant de Yahi, que si on les laissait, ils pouvaient rembourser. Si on les avait laissés dans le temps. Si vous suivez, quand l'AGT fait son point pour dire qu'ils ont dû avoir 900 et quelques millions, tout ça là, c'est eux qui ont créé les choses. La commission pourrait dire, ok, on fait un suivi avec vous, pour voir comment vous pouvez rembourser. Est-ce que dans le temps, vous n'allez plus accepter des déposants et vous ne payerez que ceux qui ont déjà investi. Là, il n'y aura plus les bénéfices. Ils insistent encore. Alors, ils insistent encore. Si on les avait laissés, ils auraient payé. Et là, qu'est-ce qu'on leur reproche? Parce qu'après tout, c'est plus une société privée. Une société privée. Et en temps normal, l'État n'a pas à s'immiscer dans la gestion d'une société privée. C'est parce que, laissez-moi, c'est parce que l'activité dans laquelle ils se sont mis, ça veut dire que l'État doit avoir un regard. Si je parle du dossier, ils doivent avoir, ils ont une structure de microfinance, et comme ça, ça doit suivre d'autres règlements. Si une ONG, ça va la même, le même règlement que s'il y avait une structure de microfinance. Et donc, c'est de là qu'il avait une usurpation. Parce que tantôt, on parle d'ONG, mais tantôt, c'est une structure légale de placement. Il y avait une cacophonie. Donc, tout est parti de là d'abord. Et là, moi, j'aurais souhaité, c'est ce que moi, je peux apporter, j'aurais souhaité qu'au lieu de s'attaquer à ceux-là, parce qu'ils sont des novices, mais les spécialistes des finances, c'est ceux-là qu'on devait prendre ceux-là, parce que celui qui les a laissés, il les a autorisés à leur faire ouvrir une entreprise. Là, on dit qu'on est allé déposer 220 millions pour aller ouvrir une entreprise, et ils ont eu attestation fiscale. C'est ceux-là qu'il faut prendre, c'est tout. C'est ceux-là qui sont informés. Mais peut-être qu'ils n'étaient pas informés de l'ampleur des dégâts, Diarra Soumanou, n'est-ce pas?
Ma question à vous, Gérard Soumanou, c'est de savoir, est-ce que dans ce procès, les déclarations qui sont effectuées, est-ce que ça ne vous donne pas le tournis à un moment donné de ce que notre administration est quand même plus ou moins malade, comme l'a dit quelqu'un d'autre, et qu'il fallait quand même revoir un peu le fonctionnement des choses. Quand on apprend que tel ministre a demandé à ce que telle chose se passe, quand on a appris que telle personne a dit qu'il faut faire ci et faire ça, est-ce que, à votre avis, vous ne voyez pas véritablement les dessous de l'administration béninoise? Non, je pense que lorsque vous suivez ce procès-là, ce procès médiatisé, quand vous êtes un citoyen, quand vous êtes un observateur, forcément, vous avez des frissons. D'accord, vous vous rendez compte à quel point l'État béninois même a failli, d'accord, et que les cadres, d'accord, de notre administration n'ont aucune valeur. Il y a l'impression qu'il y a une corruption qui a plané quand même au niveau de certaines personnes. Tout à fait, tout à fait. Et cette corruption était, disons, généralisée. Tous les maillons qui ont été cités dans cette affaire, où partout où les acteurs de ICC Services sont passés, vous constatez aisément que ils ont pu pénétrer ces cercles-là grâce à la corruption, grâce au financement occulte, grâce au pouvoir de l'argent. Et donc, vous vous rendez compte que, franchement, il n'y avait plus le respect, il n'y avait aucune morale dans nos administrations, il n'y avait aucun respect, franchement, des règles et des procédures, des procédures, franchement, qui devraient être respectées pour avoir telle ou telle autorisation ou telle validation. C'est en cela que je dis que, franchement, c'est un procès qui met un peu, disons, qui dévoile un peu, non, je dirais plutôt, qui ne donne pas une certaine sécurité à notre pays. Parce que, voyez-vous, ce n'est pas parce que nous sommes dans un pays de paix. Lorsque votre ennemi, par exemple, suit un tel procès, d'accord, il arrive déjà à savoir la sociologie de vos concitoyens ou la sociologie de votre population. On se rend compte que, franchement, les Béninois, c'est-à-dire, ils sont très attachés aux gains faciles, d'accord. Lorsque vous prenez même les spoliés, moi, je ne peux jamais être un spolié ou un déposant de ICC Services, parce que c'est irraisonnable. On ne peut pas vous dire que vous faites un dépôt et que vous gagnez en un laps de temps un tel gain ou un tel pourcentage. Voyez-vous? Donc, franchement, ça frise des gens qui ne veulent pas travailler et des gens qui, franchement, sont très attachés, par exemple, aux gains faciles. Et on se rend compte également que, comme Hugues l'a dit, c'est un procès dont, qui ne garantit franchement pas une impartialité. Non, c'est politique à votre avis. Je n'ai pas dit politique. Je n'ai pas dit politique. C'est un procès qui ne garantit pas une impartialité. Mais quand on sait que des acteurs politiques sont impliqués, on peut peut-être penser cela. Puisqu'il y a beaucoup de procès qui se tiennent devant la criette, dont on n'en parle pas. La façon dont les déballages se font devant la criette, qui peut s'assurer ou qui peut valider la véracité de ses propos? Mais là, ils sont uniquement donnés au niveau de la procédure. Kader, oui. La première fois que je voyais M. Akplogan, c'était sur le site de pèlerinage de comment on appelle, des Célestes. Des Célestes. Franchement, j'étais en reportage pour LC de télévision quand il m'a approché. Il a dit que il devrait avoir des activités ou c'est pas des activités très haut social, et que franchement, il a pris mon contact, qu'il devrait me contacter pour assurer la couverture médiatique de cette activité. J'espère qu'on va t'interpeller pour apporter... J'en viens. Et donc, quelques mois après, j'étais dans mon salon quand j'ai vu le journal télévisé, et j'ai vu un reportage passer où ils avaient construit un château d'eau. Je me rappelle, c'était dans la commune d'Abomey-Calavi, parce que le Imesam Koussou Guédé était là, et Zizi Dorou était également là. Donc je me suis dit, bon, peut-être que ce monsieur, bon, il a eu d'autres mains et qu'il m'a plus fait appel. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que demain, mon nom pouvait être cité. Personne ne peut s'assurer ou personne ne peut attester de la véracité de tout ce qui passe et de leurs déclarations. Puisque la preuve est la rançon du droit. On voit dans la presse. Puisque la preuve est la rançon du droit,
Kader, on est là, on est assis, on nous annonce que tel passera devant la criette, comme si c'était franchement une personnalité. Non, mais la criette a convoqué peut-être un ancien ministre et les confrères de la presse écrite ont jugé peut-être légitime de pouvoir informer les populations que telle personne sera devant la criette. Et donc, prenez le rendez-vous, c'est comme prenez le rendez-vous. Kader, j'ai étudié la communication, j'ai étudié les masses médias. Tout à fait. Récemment, il y a un visuel qui a circulé où les gens disaient que si vous ne savez pas faire, les médias vont vous faire détester les opprimés, d'accord, et aimer ceux qui les oppriment. Moi, je l'ai étudié depuis plus d'une dizaine d'années. Et donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, les acteurs, ceux qui ont grugé les pauvres populations dans ICC Service, ils sont devenus les stars. D'accord, quand on les annonce qu'ils vont passer devant la criette, c'est-à-dire qu'ils ne sont même plus inquiets. Voyez-vous? Donc on les présente. Qu'est-ce qui vous prouve qu'à l'issue du procès, ils ne vont pas peut-être regretter beaucoup de choses? Non, ça dépendra. Ça dépendra de la décision. Laissons les choses se passer. Non, ça dépendra. Moi, je parle du déroulement. Je parle du déroulement. Donc, j'analyse un peu le déroulement. Ça, ce sera ce que donnera la Cour comme décision. C'est ça qui nous permettra franchement de nous situer. Oui, comme une chose très rapidement, parce que, comme l'a évoqué tout à l'heure Aurélien Issou, c'est une affaire devant une juridiction. Nous allons faire que la commenter de manière sommaire et expéditive. Ce que je voulais dire, je crois que je voulais donner mon avis sur la valeur morale de ce qui se passe par rapport à ce procès. C'est vrai, aujourd'hui, ça me permet de voir la moralité de ceux qui ont occupé différentes fonctions dans ce pays. La moralité des cadres de nos administrations. La moralité de ceux qui sont des porteurs d'affaires. Ça veut dire, je dis toujours une chose, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et Tegbenou, peut-être que le ministre Zizopoué n'est pas mieux que Tegbenou. Et peut-être que le ministre... le ministre de la Justice n'est pas mieux que Applaudant. Non, parce que je pense que à un moment donné, quelqu'un devait dire à l'autre ça là, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas bien. Mais il y a eu une complicité qui n'a pas dit son nom et qui peut-être a fait le lit à ce à quoi. Mais je voudrais dire une chose. Lorsque René dit que c'est du devoir de l'État, ou bien René dit que l'État n'a pas à s'immiscer dans les affaires privées, je dis ce n'est pas l'État béninois qui a dit que ici ces services étaient un problème à un moment donné. Ce sont les institutions financières internationales qui ont alerté. L'État a le devoir de réguler. Qui a alerté. Non, je voulais parler de quelque chose. Ce sont les institutions internationales financières qui ont alerté le Bénin sur ce que l'affaire ici ces services pourrait créer à la longue. Ce n'est pas l'État béninois ne s'est pas levé du jour au lendemain. Les institutions financières ont été saisies par les Béninois. Oui, mais non. Mais vous savez, un pays n'est pas ouvert comme ça, chacun fait ce qu'il veut. C'est les institutions internationales qui ont alerté le Bénin et ont dit au Bénin, attention, il y a une situation. Il y a eu aussi des rapports qui l'ont dit. Oui, mais à la fin, je voudrais dire une chose. Je voudrais dire pour finir. On va suivre ce procès jusqu'à la fin. Merci. Nous allons revenir ici commenter les décisions. Si vous êtes disponible, bien sûr. Mais pour l'instant, ce qui se passe actuellement si vous pour êtes moi... disponible, bien sûr. Je serai disponible, plaise à Dieu. Ce qui se passe actuellement pour moi, c'est à la Criette à Port-Nouveau. Je pense que j'appelle ça une conférence de presse publique. Une conférence de presse publique, c'est votre avis? Allez-y très rapidement. En fait, selon moi, là où je suis par rapport à ce dossier, peu importe l'aboutissement, mais le déroulement m'a permis de déceler l'état de moralité des cadres qui nous dirigent. Et c'est là où le problème, le bas blesse, ceux qui faisaient leurs zozo. On a vu des technocrates financés dans le gouvernement de Yahi, non? Lui-même, il est quoi d'abord? Ça, c'est moi, je ne vais pas aller dans ce débat, mais il ne faut pas me réveiller. Parce que moi, je n'ai pas appris le billet, je n'ai pas appris ça. Ils sont là pour ça. Et les droits fondamentaux d'un citoyen dans un État, l'État est garant. Donc, c'est les cas de la c'est un nom des droits que Yahi Boni s'est levé pour dire vraiment maintenant il faut payer les spoliés. Je crois que le sourire, le sourire, mais c'est un nom des droits fondamentaux. C'est un nom des droits fondamentaux des citoyens. Chers amis internautes, je crois que nous allons passer. C'est un nom des droits fondamentaux. Nous allons passer au sujet prochain. On avait fait un montage, on avait passé des communiqués à l'ONTB, vous dites qu'on a fait un montage que Yahi saluait et Tegbenou, oui ou non? Non, c'est un montage.
C'est lui, ce sont eux à travers le qu'on disait que c'était un montage. Qui a fait le montage? C'est à l'autre que vous avez demandé ça. Quand le temps vous dit que c'est un montage qu'on a fait quand Tegbeno saluait. Donc Yagbon n'a jamais salué Tegbeno. C'est ça, qu'il n'a jamais vu. Vous êtes un sachant, alors on peut. Vous devez donner votre avis sur la question. Non, je ne suis pas. Aujourd'hui, ils ont mis de c'est pourquoi je dis que c'est un procès de parodie. Vous me rejoignez? Parce que Yagbon ne connaît même pas Tegbeno comme ça. Très rapidement. Nous ne serons jamais d'accord sur le déroulé de ce procès-là. Mais acceptons d'être d'accord pour ne pas être d'accord sur le fait que... Et nous sommes un échantillon qui constitue la population béninoise. Et lorsque vous interrogez également cette population, vous constaterez également qu'il y a une diversité d'opinions. Et aujourd'hui, comme Hugues l'a dit, les Béninois ne sont plus très collés, d'accord, au suivi de ce procès-là. Ils se disent que... Non, parce qu'ils ont constaté que à la fin de ce procès, ils ne seront pas remboursés. Ce n'est pas évident, ils ne seront pas remboursés. Et donc, mais si le régime ne l'ouvrait pas, vous serez encore peut-être les mêmes à dire qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'il y avait peut-être des complicités. Et moi, je dénonce le fait que ce procès puisse tenir en haleine une partie de la population béninoise. Ce n'est pas bien. On peut prendre ce temps-là et travailler, d'accord? Quand je vois des citoyens, des bureaucrates ou des travailleurs de l'administration qui devraient prendre leur temps pour travailler et qui sont scotchés. Qu'ils écoutent ça. Pardon? Ils ne peuvent pas laisser. Non, pas du tout. Alors, vous les voyez avec leur oreillette, d'accord? Avec leur oreillette en écoutant ce procès-là avec leur téléphone. Allez voir, et ça empêche l'administration de bénéficier de leur effort. Aurélien, c'est pas tout celui qui a raison, celui qui est victime qui a raison devant la justice. Vous savez ça, c'est des procédures. Vous pouvez avoir raison. Je crois que comme le dit Aurélien, nous allons permettre, nous allons laisser la justice. J'ai l'impression que vous êtes dans le secret et que nous allons voir la fin, comme l'a évoqué tout à l'heure, comment l'issue de ce procès, qui quand même donnera l'espérance de ce que, ou bien va satisfaire l'espérance de ce que on puisse savoir véritablement ce qui s'est passé, qui a véritablement cautionné ici ces services, sans état d'âme. Je crois que le peuple béninois, pour ne pas dire l'ensemble des spoliés, en leur unanimité, attendent cela. Ce qui nous intéresse également aujourd'hui, c'est la convocation du corps électoral pour le 28 avril prochain. Comment il se soupait? Vous avez appris qu'à l'issue du Conseil des ministres, le premier de l'année 2019 qui s'est tenu le mercredi dernier, le chef de l'État a décidé de convoquer le corps électoral pour le 28 avril prochain. Votre impression? Oui, vous savez, nous sommes dans une année électorale. Il y a les élections législatives qui prônent à l'horizon. Le Bénin connaîtra sa 8e législature. Tout à fait. Et vous savez, le Bénin a désormais une image à vendre. Et dans la sous-région, l'image de l'enfant et du bon élève de la démocratie et du respect des droits et des citoyens et autres. Même si aujourd'hui il y a flop, mais je salue le courage du président de la République Talon et d'avoir décidé de faire des élections, de donner une date pour fixer les uns et les autres. C'est vrai que je ne le salue pas parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire, mais au moins il a eu le courage. À bonne date? Non, il n'y a pas de bonne date là. Si on doit respecter les choses, c'est en masse. C'est en masse normalement, mais là... On donne 60 jours. Oui, après, donc, il a laissé dans le délai. Je dis, il y a une tradition en matière électorale au Bénin. Mais on a vu des élections fonctionner ici un an après. Mais il faut aller voir les commissions. Il faut aller voir les commissions. Là, c'est les... Il faut aller voir les commissions. Aurélien Issou. Donc, je disais... Je reviens dans ça. Aurélien Issou, de manière expéditive, convocation du corps électoral. Ah, c'est bon. Chaque camp va se préparer pour aller au jour électoral et qu'au soir du 28 qu'on ait notre 8e législature. Et donc, reste à savoir si je ne sais pas s'il faut rentrer dans le débat législatif. Non, on y viendra tout à l'heure, surtout au niveau de l'opposition. Chacun va se préparer comme la date est annoncée, donc c'était très bien que nous soyons dans le délai. Diarra Soumane. Non, ma foi, il n'y a pas de mérite à convoquer un corps électoral. Ça fait partie des missions du Conseil des ministres et du chef de l'État. C'est de sa responsabilité. S'il a décidé d'être un homme très attaché à la démocratie, d'un homme qui respecte le calendrier électoral. Il faut le reconnaître. Comment? Quand c'est bien fait, il faut le reconnaître quand même. Oui, on le connaît, mais je dis, il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. C'est comme si Kader se met à animer
une émission. C'est-à-dire, il n'y a pas de mérite, c'est son boulot en fait. Mais quand ça ne l'anime pas, il a été élu pour ça. Ouais, ils vont mobiliser les fonds. Pourquoi nous cotisons? Le budget prévoit ça. C'est l'organisation des élections, ce n'est pas l'organisation d'un cinéma, ce n'est pas l'organisation d'un spectacle. Vous-même, vous l'avez dit, c'est une élection constitutionnelle. Oui. Et donc, plusieurs années avant, il devrait avoir... Ce n'est pas l'élection des membres de la famille Sosoupé. C'est l'élection des députés qui vont représenter le Bénin. Et les Béninois par le ceux qui ont voté la loi d'ailleurs. Parce que ça n'a pas le choix. Non, le Bénin a dépassé. Il ne faut plus comparer le Bénin à plusieurs pays. Le Bénin doit avoir organisation d'élections au Bénin à bonne date. Qui a déjà reporté des élections dans ce pays. Et pourtant, non, dans quelles conditions? Il faut aller voir les conditions. Il faut aller voir les conditions. Écoutez, comme il a dit, il n'y a pas de mérite à afficher les dates d'une élection. Mais tout à l'heure, vous avez salué le chef de l'État. Oui, je l'ai salué parce que. Très honnête de l'avoir fait. En toute honnêteté, j'ai apprécié cela pour de votre part, même si Gérald ne l'a pas fait. J'ai apprécié quand même d'avoir reconnu quand même que cela a été mérite. Mais je crois que nous n'avons pas trop nous attarder sur cette convocation du corps électoral. Mais ce qui, quand même, a occupé et a déchaîné un peu les passions tout au long de cette semaine, c'est pour être direct cette guerre entre l'Union sociale libérale et Restaurer l'espoir. On a vu des écrits de part et d'autre. Vous, en tant que web activiste, sur le net, comment avez-vous apprécié cette affirmation, je dirais, cette assertion qui a été rendue publique? Vous savez, c'est de bonne guerre. Et nous sommes en politique. Et quelquefois, il faut que les acteurs des mêmes camps se donnent quelques coups de poing, quitte après à se retrouver et à s'entendre et à avancer. Et il n'y a aucune relation humaine dans laquelle tout se passe bien. Mais là, vous dites des coups de poing, mais quand il s'agit d'assommer l'autre, est-ce que c'est encore... Ce n'est pas un problème. L'objectif final, c'est qu'à la fin, ils évoluent ensemble. Et c'est sur ça que les militants les attendent. C'est sur ça, c'est le message de la base. Quel est le problème aujourd'hui des deux partis politiques dont vous parlez? C'est le consensus. Ils ont du mal à s'entendre pour dégager un grand groupe. Et c'est bien que le débat se fasse. C'est bien que les adrénaline montent de part et d'autre. Mais il faut qu'à la fin, moi je ne suis pas membre d'un des deux partis, je ne suis pas militant, mais il faut qu'ils écoutent le message de leurs militants. C'est ça le plus important. Mais quand il est dit que le message phare des militants, c'est qu'on les appelle à l'unité, qu'on les appelle à être à l'unisson. Je ne voulais pas le dire. Je ne voulais pas le dire, mais j'ai dit quelque chose en off. Je dis, je peux décider. Je prends un exemple. Lorsque je dis je suis opposant, il ne revient pas à l'autre de me dire je ne suis pas opposant. C'est moi qui dis je suis opposant et je travaille dans ce sens. Donc, dans leur approche, il faut que dans les deux camps, les gens fassent attention à ce qui sort. Il y a beaucoup d'humilité. De leur bouche. Non, je ne parlerai pas d'humilité en politique. Il ne faut pas parler d'humilité parce que c'est une guerre d'intérêts. Chacun se bat pour ses intérêts. Donc si vous demandez à quelqu'un d'être humble, alors là, il faut rentrer dans le social ou aller à l'église. Non, mais quand l'intérêt converge en fait. Vous savez, l'intérêt ne peut jamais être convergent. On a un intérêt par rapport à un instant donné. Demain, ça peut changer encore. Tout à fait. L'intérêt du moment. L'intérêt du moment. Les élections législatives. Oui, mais chacun veut avoir un bon positionnement. Quelqu'un dit non, il faut... Voilà, c'est ces guerres qui font que les adrénalines montent de part et d'autre. Et il faut encourager. Je suis content de la contribution du député Guy Mitopoué dans le débat. J'ai été content de la contribution des militants, des responsables de l'USL dans le débat. Mais je pense une chose. Leurs militants leur ont envoyé un message. Leurs différentes bases leur ont envoyé un message. Nous allons voir si dans quelques semaines, dans quelques jours, ils vont rester fidèles, ils vont respecter ce message. Bon, je vais dire quelque chose. Malheureusement ou heureusement, le président Patrice Talon sait qu'il a le dos au mur. Et, non, écoutez, c'est un point de vue. Il sait qu'il a le dos au mur parce que l'opinion dans le public, c'est un chef d'État qui est au pouvoir. Et il connaît ses problèmes. J'ai dit dans une chronique que j'ai écrite que si l'opposition venait à perdre le pouvoir et que Patrice Talon venait à gagner, l'opposition devrait... Oui, législative, parce que gagner pour lui, c'est avoir la majorité. L'opposition devrait s'en prendre à elle-même, parce qu'aujourd'hui, elle est en train de passer du temps à régler les petits problèmes. Et j'espère pour elle qu'elle trouvera des solutions aux petits problèmes et avancer. Voilà. Est-ce qu'en politique, il y a de petits problèmes, Aurélien Issou? Bon, pourquoi pas, c'est des humains. Mais est-ce qu'il y a de petits problèmes en politique quand on voit
l'USL et Restaurer l'Espoir qui s'attaquent. Quand d'une part on a déjà dit que l'opposition ne se mène pas à Paris, quand une autre fois on voit pour dire est-ce que être de l'opposition doit être militant de l'USL, est-ce que de telles déclarations, de tels pics ne prouvent pas plus qu'un petit problème, mais qu'il y a un véritable malaise au sein des deux formations politiques? Ça pourrait toutefois être aussi une stratégie que cette tendance-là utilise pour au moins embrouiller. Parce que vous vous rappelez que les journaux aussi ont titré que l'opposition dort. Ça peut être aussi une stratégie pour montrer que bon, on veut les amener. Donc quand vous dites que vous dormez, vous donnez des coups. Donc ce sont les tractations. Même moi, au niveau ici, l'opposition, bien ces deux partis ne se limitent pas à la personne de l'honorable Guy Mitokwe ou bien de l'autre, non. De l'autre Bah, c'est pas les deux. Si c'est le parti a sorti, les deux partis ont sorti communiquer. Là, c'est officiel. C'est très bien, voilà. C'est officiel, c'est responsable. Mais dire que moi, je ne peux pas m'atteler à ces... En fait, c'est des commentaires de militants. Oui, là, ils sont des militants de Restaurer l'Espoir. Si les autres membres de l'USL se font, c'est un débat, on peut discuter quelque chose. Néanmoins, ils n'ont pas intérêt à se disloquer. Et ce n'est même pas le moment. Ce n'est pas le moment. Parce que quoi? S'ils entendent, selon eux, nous sommes un parti politique et qu'il n'a pas pu avoir de député à l'Assemblée, je ne sais pas si ce parti-là est vraiment représentatif. Et donc, ils n'ont pas intérêt à se fourvoyer pour l'instant. C'est comment faire pour conquérir le pouvoir, pourquoi pas ne pas avoir la majorité. Mais s'ils ratent, ça, ils en auront pour leur compte durant des décennies d'années. Ça, je ne sais pas que je les maudis, mais l'atmosphère actuelle, ça ne leur permet pas de se fourvoyer. Alors, Diarra Moussa Soumano, on a l'impression que la seule grande formation politique qui a en croix certaines personnes, la réforme du système partisan a été votée en conformité avec ses acquis. C'est le parti politique Force Koweï-Pouembene émergent qui quand même semble évoluer, lui, de manière assez autonome et indépendante, même si on avait eu à médiatiser dans l'opinion qu'il devait avoir également une réconciliation entre candidat Maria Zanaï et Boni Yayi, et que cette réconciliation peine à être effective, et que Guido Mitokwe a affirmé sur une radio de la place que l'entourage immédiat du chef de l'État Boni Yayi bloque cette réconciliation, et qu'aujourd'hui on apprend encore que Restaurer l'Espoir a peut-être des démêlés avec l'Union sociale libérale. Est-ce qu'on n'a pas comme l'impression que Restaurer l'Espoir est peut-être rejeté par les différentes composantes de la classe de l'opposition? Non, ma foi, je pense que c'est l'USL comme Restaurer l'Espoir font partie quand même des plus grands partis de l'opposition aujourd'hui. D'accord? Chacun a des raisons. Et FCBE? Non, je crois que je n'ai pas cité FCBE. Le plus présent, quand même, c'est quand même FCBE. Non, je dis ils font partie. Je n'ai pas cité les FCBE parce que cette guerre-là, la guerre ouverte, enfin la guerre qu'on constate aujourd'hui, c'est entre l'USL et Restaurer l'Espoir. Donc je vais m'attarder sur les deux d'abord. Je reviendrai sur les FCBE. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ces deux formations ont des raisons quand même de se contenter ou d'être fiers quand même de leur assise, d'accord? De leur assise en ce sens que l'USL a eu un candidat à la dernière présidentielle, la présidentielle de 2016, et qu'ils s'en sont sortis avec... C'était pas sous la bannière de l'USL. Non, c'était un candidat indépendant. S'il vous plaît. Ce que je dis, oui, candidat indépendant, d'accord, mais le porteur de l'USL, c'est Sébastien Adjavon. On est d'accord. Et le président d'honneur. Oui, président d'honneur ou porteur. Non, il est porteur, ça veut dire que le président d'honneur de FCBE, Boni Yayi, est porteur de FCBE. Boni Yayi, c'est le porteur de FCBE. Le président d'honneur, là-bas aussi. Oui, c'est le porteur, c'est-à-dire le leader de FCBE, c'est qui? Le leader charismatique. Oh là là. C'est ce qui est dit dans leur jargon, en politique. Je suis d'accord. Aux informations qu'on me livre. Je reviens sérieusement pour dire que le leader charismatique du groupe social libéral, le leader de l'USL, c'est Sébastien Adjavon. Et tous ceux qui vont du côté de l'USL
ils ne voient que Sébastien Adjavon. Ils ne vont pas à l'USL parce qu'il y a un certain Kader ou un certain Diarra à l'USL, ou que je vais citer dans le bureau politique à Rossi. Ce n'est pas parce que Donclam ou Rossi est là qu'ils vont à l'USL. Donc vous voulez dire qu'il y a un problème d'idéologie au niveau de l'adhésion, au niveau des partis politiques. Non, mais franchement, dans nos partis, il y a un problème d'idéologie. Les gens, ils vont parce qu'il y a des leaders, c'est-à-dire ils s'identifient à ces leaders-là. C'est pour ça qu'ils y vont. Demandez aux populations qui vont à leur meeting et autres, d'accord, les idéaux que porte l'USL, ils auront du mal à vous le dire. Mais c'est parce qu'il y a un Adjavon à l'USL qu'ils y vont. Donc c'est pour dire que social et libéral. Il y a social qu'ils entendent et donc ils savent qu'il y a du social là-bas, il y a du libéralisme. Et donc... Kadel, laisse-moi continuer. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que quand vous prenez également le porteur de Restaurer l'espoir, candidat Zanaï, c'est quelqu'un qui a des raisons d'être fier de son parcours politique. Il a été plusieurs fois député et même grâce à son moral... à chaque fois, il rentre dans la danse pour restaurer l'espoir véritablement. Voilà, c'est-à-dire que populations à être il porte un idéal que les populations aujourd'hui arrivent à identifier. Moi, j'ai écouté des populations qui disent que, c'est-à-dire, pour elles, c'est quelqu'un qui... est à même de se poser farouchement à un régime et de faire balancer, d'accord, la barque d'un côté comme de l'autre. Et donc, les populations qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance de Patrice Talon, c'est-à-dire la seule personne ou le seul leader en qui ils pourraient confier leur destin pour, franchement, défendre la démocratie, franchement, c'est Candide Azanaï. C'est ce qu'elle dit. Avant de revenir, Diarra Moussa, parlons de Candide Azanaï. J'ai bien poser une question à comment il se souvient, il y a une chronique qui me revient tout de suite à l'esprit. Vous, quand vous prenez le personnage Candide Azanaï lui-même, qui pendant un moment était avec la famille Soro, avec la Renaissance du Bénin, après a été aussi avec l'Union fait la Nation, après Force Corée pour un Bénin émergent, après Boniaï, dont il a été ministre, a été traité de tous les noms, et que Patrice Talon, dont on nous a vanté, je dirais, les mérites et au-delà des mérites, de compétiteurs et d'innovateurs, que du jour au lendemain, après à peine une année, 12 mois après, qu'on revient dire que ce Patrice Talon avec qui on a eu à passer 3 années de supposé exil, on peut se dire que juste après un an, que Patrice Talon était un mauvais choix. Est-ce que dans la tête des Béninois, en leur âme et conscience, est-ce que Candide Azanaï pourrait être encore porteur d'autres idéaux? Parce que ça a comme l'impression qu'il y a comme une inconstance à son niveau donné. Effectivement, vous avez fait une bonne remarque. Et c'est aujourd'hui tout le problème de Candide Azanaï. Parce que lorsqu'on voit le militantisme de Candide Azanaï pour l'avènement du président de la République, Patrice Talon, on ne s'attendait pas tout de suite que Candide Azanaï rentre dans l'opposition. Candide Azanaï a travaillé, a mis à la disposition du président de la République, Patrice Talon, toute sa connaissance du terrain, toute sa connaissance politique, pour que le résultat que nous avions eu... Et il n'est pas allé avec le dos de la cuillère pour traiter il s'est mis tête et pieds mains liés dans le combat. Candide Azanaï, en le faisant, pensait qu'il serait d'une mouvance pour 10 ans au moins. Vous savez, il y a des combats, lorsque vous sortez de ces combats, vous n'avez plus les mêmes forces pour les continuer, pour les faire nouveaux. Et c'est aujourd'hui... Attendez, c'est à ça que Candide Azanaï est confronté aujourd'hui. Parce que il y avait une situation au moment où Patrice Talon était en exil. Donc, il a teasé le feu, il a mis les Béninois, il a battu, il a fait tous les combats. Ça a abouti. Ce serait difficile pour lui, 1 an après ou 2 ans après, de venir dire aux populations, je me suis trompé. Parce que c'était comme une garantie que Candide donnait aux Béninois. La question que je me pose véritablement, sur quelle base le casting est fait pour estimer que dans une élection présidentielle où j'ai Pascal Eroné Koupaki, Abdoulaye Biotchane, j'ai Sébastien Germain Javon, un certain Lionel Zinsou et Patrice Talon, on estime que Patrice Talon est le meilleur candidat? Est-ce que ça se base sur la base, est-ce que ça se fonde sur la base des amitiés personnelles qu'on a avec un acteur, ou bien sur la base des idéaux que prône cette personnalité, ou bien sur la base du programme que ce dernier a envie de développer, même si parfois on reste un peu dubitatif sur, je dirais, le caractère, je dirais, très intellectuel des programmes qui sont rédigés quand on a entendu un peu la présidentielle de 2016, où on a appris que d'autres personnes ont été appelées, d'autres experts pour venir rédiger des programmes sans qu'eux-mêmes n'en aient connaissance. Et Kader, vraiment, je vous remercie. Et je vois que là, c'est une belle question que vous avez posée. Et je souhaiterais qu'on ait un autre temps pour débattre de ce sujet. Qu'est-ce qui justifie du casting, du choix de nos hommes politiques depuis 90? Je vais prendre le dernier cas. Si vous avez le temps, on va en parler.
le cas du président de la République, Patrice Talon, celui qui est là aujourd'hui, que les Béninois apprennent à connaître. Comme ça a toujours été le cas. Voilà un monsieur qui a un problème avec son ami le plus proche et l'ami de deux personnes, le problème de deux amis. Ou bien son compagnon d'alors. Oui, le problème de deux copains des amis. Se transforme en un problème national. Et un camp, comme un autre, manipule la population et l'autre devient président de la République. Il n'y a pas eu de casting. Il y a eu un règlement contentieux. 2 jours après, les Béninois ont regretté avoir fait un choix. Mais l'autre chose, c'est quoi? Il faut aujourd'hui reconnaître que nos hommes politiques ont démissionné. Parce que depuis 1990, aucun homme politique n'a pris le pouvoir d'État pour l'exercer. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la sous-traitance du pouvoir d'État. Eux, ils savent déjà qu'ils n'ont pas envie de faire le job. Ils vont identifier quelqu'un qui a de l'argent et qu'ils estiment qu'il a les compétences. Est-ce que, avant de revenir... C'est une démission de notre classe politique. Est-ce que c'est de la sous-traitance? Est-ce que c'est de la sous-traitance ou bien... C'est des hommes d'affaires politiques. Comme l'a dit une fois ici sur ce plateau. Mais qu'est-ce qui les empêche, qu'est-ce qui les empêche de prendre le pouvoir de gérer? Non, je crois que ce sont des entreprises politiques qui sont au-delà des partis. C'est des prestataires. Et quand ils voient que la personne n'est plus en mesure de continuer, on fait des manœuvres de lui. Comme là, si tu me permets, c'est le mot que je voudrais... qui devrait sortir, en fait, que les acteurs politiques n'ont pas compris que quand vous êtes prestataire pour un candidat pour une élection présidentielle et que le candidat peut-être a le pouvoir et que les enjeux de l'élection présidentielle ne sont plus les mêmes avec les enjeux du moment, les enjeux de la gouvernance, acceptez que vous soyez mis peut-être à la touche en attendant peut-être une autre élection parce qu'on estime que vous êtes un bon prestataire pour les élections. Aurélien Issou, c'était une petite contribution. Oui, j'ai pris à ce qu'il disait, moi je sors le mot prestataire politique parce que eux n'ont pas envie de gérer. Mais si ça il vient lui, il gagne le marché et ça, si ça porte, il retire ses ristournes, c'est tout. Maintenant, quand on dit qu'on regrette le vote de quelqu'un, moi je pense que c'est une insulte à mon intelligence, c'est tout comme si je ne sais pas discerner. Peut-être que je peux dire que quand je vote pour quelqu'un, j'assume. Tout à fait. J'assume. Parce que quelqu'un n'a pas allé voter. Quand on sait qu'aucun leader ne prend le pouvoir pour faire souffrir sa population. Quelle population on a agi sur la conscience de quelle population? Parce que si je prends Zanaï seul ne peut pas voter pour que quelqu'un soit élu président à lui seul. Et donc comment il a pu manager? Ça veut dire qu'il a eu des employés à travers sa prestation politique là. Donc c'est ceux-là qui se sont fait engouffrer dedans. Donc moi je ne suis pas, moi j'assume le vote que je fais et c'est point barre. Diarra Soumane, très rapidement pour qu'on puisse conclure cette émission. Non, je pense que aujourd'hui, avoir ces déballages que nous constatons ou ces passes d'armes entre l'USL et Restaurer l'Espoir, on est en droit de vraiment regretter que l'opposition ait du mal à franchement s'unir pour porter les aspirations des populations béninoises. Et moi, je pense que en tant qu'observateur, ces deux parties-là devraient franchement éviter, d'accord, de continuer dans ces déballages médiatiques. D'accord, parce qu'aujourd'hui, quand vous constatez, il faut qu'ils aillent quand vous constatez vous constatez le difficile rapprochement entre un Yaïboni et un candidat Zanaï, c'est parce que leurs mésententes ont été à un moment donné vulgarisées. Ces différences-là entre eux a été portée à la connaissance de toute la population. J'ai bien suivi l'honorable Noureno Achadi, je ne vous coupe pas par rapport à cette affaire pour apporter l'information aux amis internautes, qui a dit que avoir pardonné ne veut pas dire qu'on a oublié tout ce qui a été dit. Voilà. Et aujourd'hui, c'est difficile quand vous revenez dire à ces populations-là, quelqu'un que vous avez traité de tous les noms d'enfants bâtards et tout ça, je ne veux pas revenir sur, franchement, les superlatifs utilisés à ce moment donné, mais quand vous revenez dire que cette personne-là est un ange, les populations est vertueuse, d'accord, les populations ont du mal à vous croire. C'est pareil quand vous avez encensé quelqu'un comme Patrice Talon et qu'un an après, vous revenez dire aux mêmes populations que franchement c'est le diable. Les populations auront du mal à vous croire. C'est en cela que le combat que candidat Zanaï va mener sur le terrain, franchement, s'il ne va pas en alliance avec d'autres formations politiques, ça va être très difficile. Franchement, si les élections présidentielles, c'est plus complexe, très complexe et très difficile. Comment il se peut très rapidement.
Non, mais écoutez, tout a été dit. Et je pense que je vais finir en disant que si l'opposition béninoise perd les élections législatives d'avril, et elle s'en prendra à elle-même. Elle s'en prendra à elle-même. Je rappelle également aux amis internautes que depuis l'avènement du renouveau démocratique, de la première à la 7e, le pouvoir en place qui a organisé les élections législatives a toujours eu la majorité. Donc, nous espérons peut-être que, comme l'évoque... la majorité mécanique. Non, quand vous parlez de majorité mécanique, ça c'est encore un autre débat, parce qu'il n'y a pas de majorité mécanique, parce que les députés sont élus peut-être pour... C'est là toujours un changement de veste à l'hémicycle. Il y a changement de veste, mais nous espérons que les réformes du système partisan et les différentes réformes qui sont menées dans l'objectif ou peut-être dans la dynamique de pouvoir réformer le système parti politique pour avoir des militants plus fidèles va permettre à ce qu'on n'ait plus, je dirais, ces mauvaises situations comme quoi il y a un député qui est élu sous notre bannière et une fois à l'Assemblée nationale, il trahit les populations qui lui ont donné le mandat et rejoint peut-être notre parti politique avec des déclarations, je dirais, puériles et stériles. Mesdames et messieurs, c'est la fin de Info Hebdo de ce jour. Merci pour l'attention. Le rendez-vous est pris pour le samedi prochain avec d'autres confrères. Pour un autre numéro de Info Hebdo, restez connectés sur www.ezaetv.bj. Les élections législatives sont à l'orée. Je crois que l'actualité politique nationale sera plus que jamais mouvementée. Restez connectés sur notre site, dans le journal L'Informateur et également sur la radio Ezae Radio pour suivre les différentes actualités, les différentes conférences de presse qui sont tenues à cet effet pour pouvoir vivre depuis où vous vous trouvez les différentes actualités politiques qui se mènent. Merci pour l'attention. Prenons le rendez-vous pour le samedi prochain. Au revoir.